Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers éditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 10 mars 2021. Au programme, bien évidemment, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes, on va parler de la violence faite aux femmes, on va parler aussi de la pauvreté et l'impact de la pandémie sur les femmes. Parmi aussi nos sujets ce matin, c'est la gestion de la vaccination, notamment auprès des allophones et des communautés culturelles. Et nous continuons notre tournée du quartier avec le plateau Mont-Royal. Restez à l'écoute, de retour après la pause. Alors, comme j'avais dit, dans le cadre de notre tournée de vie de quartier, nous arrêtons aujourd'hui à l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et j'ai le plaisir de recevoir le maire de l'arrondissement, M. Luc Rabouin. M. Rabouin, bon matin. Oui, bonjour. Alors, au fil des ans, plusieurs initiatives se sont développées sur le plateau Mont-Royal, notamment sur le plan économique et mobilité. Ma question est, s'agit-il des chantiers qui représentent la vision et les valeurs du projet Montréal ou bien c'est plutôt le choix des résidents du plateau? Oui, bon, écoutez, si vous voulez retourner en arrière, il y a quelques années, il y avait une proposition de projet Montréal vraiment qui était fondée sur l'apaisement de la circulation, le verdissement du quartier, la sécurisation des pourtours des écoles, des déplacements à pied, à vélo, etc. Et Projet Montréal a gagné l'élection, puis il y avait déjà un mouvement citoyen là derrière pour porter Projet Montréal au pouvoir. Depuis qu'ils implantent les mesures au fil des ans, Projet Montréal a toujours augmenté son pourcentage de vote aux élections. Donc, je pense que c'est un message assez clair que c'est un projet qui est porté par les citoyens du plateau. Donc, le verdissement, l'apaisement de la circulation, l'accès au logement sont des valeurs qui sont très fortes sur le plateau Mont-Royal. En restant dans la question de logement, le plateau Mont-Royal n'est pas épargné de la gentrification et la rénoviction. Quelle est votre stratégie pour protéger les locataires, pour ne pas diminuer le nombre de logements existants? Oui, tout à fait. Donc, le plateau Mont-Royal a eu une période d'embourgeoisement il y a plusieurs années. Là. Donc, ça fait longtemps que c'est difficile d'accéder à des logements à coût abordable dans le plateau Mont-Royal. Mais on a une deuxième vague maintenant qui est tout ce qu'on a appelé le phénomène des rénovictions. Là. Donc, sous le prétexte de travaux majeurs, certains propriétaires vont chercher des permis à l'arrondissement. Donc, ils ont le droit d'avoir des permis pour agrandir. Ils se servent de ça pour présenter au tribunal administratif du logement pour obtenir une éviction des locataires. Et les locataires quittent. Et souvent, les travaux étaient même pas faits. On faisait juste doubler le prix du loyer, par exemple. Donc, on a resserré notre réglementation sur le logement. Donc, on a interdit, en fait, les fusions et les subdivisions. Donc, soit on regroupe deux appartements pour en faire un grand, soit on prend un grand, on le divise en deux petits, pour tous les immeubles de 4 logements et plus. Donc, c'est une façon, là, parce que les investisseurs de ce type-là, en général, achètent des immeubles locatifs de plus grande envergure. Là, on voulait pas cibler les propriétaires occupants. C'est pour ça qu'on a permis de le faire dans les duplex, des triplex. On comprend qu'il y a des familles qui grandissent et qui ont besoin parfois d'agrandir leur logement. Ça, on n'a pas de problème avec ça. C'est vraiment. Donc, on a resserré les règles là-dessus, donc avec un règlement d'arrondissement. Il y a plusieurs arrondissements qui l'ont fait. Et on a aussi protégé les maisons de chambre. Donc, c'est interdit maintenant de convertir une maison de chambre. Donc, il y a des maisons de chambre avec plusieurs chambres et des immeubles qui pourraient valoir assez cher, mais ça ne pourra pas changer. Et on a interdit de convertir des habitations résidentielles en hôtel ou nouveau type d'hôtel. Donc, on restreint aussi toute la question des appartements-hôtels de type touristique, de type Airbnb. Est-ce que vous avez remarqué un impact sur le nombre de logements? Est-ce qu'il y a eu un impact sur le nombre de locataires? C'est un tout nouveau. Nos règlements sont tout nouveaux de cette année, ces règlements-là. Les règlements sur
Airbnb, par exemple, ou les logements touristiques, ça fait quelques années. Il s'est permis sur le plateau seulement sur une portion de la rue Saint-Denis et du boulevard Saint-Laurent. Ailleurs, c'est interdit. Et là, en ce moment, on a une situation particulière avec la pandémie, c'est que les logements touristiques sont revenus en partie sur le marché. Et on espère que ça va rester comme ça après la pandémie, mais évidemment, comme tout le monde, on a des inquiétudes à cet effet-là. Malgré les apparences de prospérité, la proportion des personnes vivant avec de faibles revenus est supérieure à la moyenne montréalaise. Quel est votre plan d'action pour réduire la pauvreté et les inégalités dans l'arrondissement? Oui, c'est une préoccupation importante qu'on a et en plus, les gens consacrent une portion très élevée de leurs revenus au logement parce que les logements sont chers dans le plateau Mont-Royal. Et évidemment, nous, on est un arrondissement, donc en termes de lutte contre la pauvreté, évidemment, toute la question du revenu minimum, des prestations, du logement social, il y a beaucoup de mesures structurantes qui sont importantes, qui relèvent du gouvernement du Québec. Donc, nous, c'est sûr qu'on pousse, puis vous le voyez là, à la Ville de Montréal et à l'arrondissement, avec notre règlement pour une métropole mixte, là, on veut rendre obligatoire dans tous les nouveaux projets de développement qu'il y ait une portion de logement social abordable, familial. Donc ça fait partie de notre stratégie pour nous assurer que partout à Montréal, on a une ville qui est pour toutes et tous, pas seulement pour les personnes qui sont capables de payer le prix du marché actuel, là, qui est très élevé. Le phénomène de l'itinérance et la problématique associée sont des enjeux importants dans le quartier adjacent de centre-ville, comme d'ailleurs le plateau Mont-Royal. Vous avez fait le choix de soutenir les organismes au lieu d'intervenir directement. Est-ce qu'il y a un plan d'action de l'arrondissement pour réduire l'itinérance et l'inclusion des personnes itinérantes? Oui, en fait, on a tout un comité sur la cohabitation sociale. En fait, l'enjeu principal qu'on a, c'est la cohabitation entre les personnes itinérantes, les commerçants, les résidents. Donc, il y a un phénomène, et on l'a vu encore plus fort là, pendant la pandémie. Donc, le phénomène s'est accentué. En tout cas, il est plus visible maintenant. Donc, il y a plus de personnes en situation d'itinérance à Montréal et dans le plateau parce que, comme vous l'avez dit, là, on est un quartier central. Et ce qu'on travaille, c'est vraiment avec le service de police, les services sociaux, l'arrondissement, les organismes communautaires qui font un travail exceptionnel là, de travail de milieu, qui sont sur le terrain, qui interviennent auprès des personnes itinérantes. On a un organisme aussi dans le quartier Milton Park qui est Open Door, qu'on a réussi à obtenir des ressources pour qu'ils puissent opérer une halte chaleur 24/7 pendant cet hiver, ce qui n'était pas le cas les autres années. Donc, nous, notre optique, c'est toujours de s'assurer, comment je vous dirais, pour nous, les personnes en situation d'itinérance sur le plateau, on les considère comme des résidents du plateau qui ont besoin de services. Et on travaille très fort pour essayer d'augmenter l'offre de services aux personnes en situation d'itinérance. On l'a fait pendant la pandémie. On a augmenté notre soutien financier aux organismes communautaires. C'est notre façon d'intervenir. L'organisme a organisé une séance d'information sur les réformes dans le milieu de la restauration et des bars. Quelle était la conclusion de cette séance d'information, surtout auprès des commerçants et résidents? Oui, en fait, la réforme est très bien accueillie. Vous savez, on est en train de mettre à jour une réglementation qui date de plusieurs années, là, qui n'était pas adaptée à la réalité d'aujourd'hui pour le commerce. Et notre objectif depuis le début, c'est d'avoir un équilibre entre nous assurer qu'on a des rues commerciales en bonne santé, vibrantes, etc., parce que c'est ce qu'on apprécie aussi comme résidents du plateau, là, d'avoir accès à des commerces de proximité diversifiés. Et équilibrer ça avec la qualité de vie des résidents qui habitent autour des artères commerciales. Donc, c'est important là, pour nous de donner de la souplesse aux commerçants pour qu'ils puissent passer d'un local à l'autre en cas de besoin. Hein. On sait que la réglementation était très stricte sur les restaurants et les bars. Il fallait qu'il y ait une certaine distance entre chacun, etc. Ce qui donnait le gros bout du bâton parfois dans les mains du propriétaire. Et on a changé ça en mettant plus une forme de quota, c'est-à-dire qu'on veut un nombre maximum de restaurants et de bars sur nos artères commerciales. Et on avait pensé l'augmenter un peu et finalement, en discutant avec les résidents, là,
on s'assure qu'on va garder à peu près le même nombre de bars et de restaurants sur le plateau. Donc, on a plusieurs éléments qui ont été modifiés, qui sont accueillis très, très positivement, et on a juste dosé un peu la question du nombre de restaurants et de bars pour s'assurer que les résidents ont de la quiétude, une qualité de vie importante, et nous assurer qu'on a de la mixité sur nos artères commerciales. On ne veut évidemment pas avoir seulement des bars et des restaurants sur nos rues commerciales. Votre administration vient d'adopter un plan d'action culturelle 2021-2023. Quelles sont les grandes orientations de ce plan et qu'est-ce que vous avez pris en considération? Est-ce que vous avez pris en considération la crise de la pandémie? Oui, tout à fait. En fait, notre plan culturel était déjà très audacieux là, et on est dans la continuité. Là. On continue. Pour nous, la culture sur le plateau Mont-Royal, évidemment, c'est très important. On est dans un quartier où il y a beaucoup d'organismes culturels, beaucoup d'artistes. C'est un quartier vibrant, donc c'est une priorité locale. Mais en plus, pendant la pandémie, on a créé, vous savez peut-être, on a créé un fonds d'urgence pour les organismes communautaires pour être capable qu'ils viennent en aide aux personnes qui étaient dans plus grande difficulté. Mais on a aussi créé, et ça, je pense qu'on est le seul à avoir fait ça. On a créé un fonds d'urgence culturelle pour soutenir des prestations d'artistes qui respectaient les règles de la pandémie parce que pour nous, la culture, c'est un service essentiel. OK. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une spécificité pour la relance culturelle aussi? Absolument. Là, je peux vous dire pour l'ensemble de la ville, on a mis la culture comme un des secteurs prioritaires de la relance économique. Donc, on a annoncé, là, je vous parle à titre de responsable du développement économique de la ville, on a un plan de relance de 60 millions pour la ville et on a gardé presque 6 millions là, vraiment pour soutenir les industries culturelles et créatives dans le cadre de la relance, qui est un des secteurs qui a été le plus durement frappé là, avec le commerce, restauration, tourisme. C'est vraiment la culture là, qui est le plus en difficulté. Donc, on concentre nos ressources sur les secteurs les plus en difficulté, incluant la culture. Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, merci, au plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonne journée. De retour à l'émission. Tandis que la campagne de vaccination est lancée à travers la province, des craintes sur la gestion de la vaccination se lèvent, notamment auprès de certains groupes comme les communautés culturelles et les allophones. Pour parler davantage de cette campagne et la stratégie des autorités de services sociaux et de la santé, j'ai le plaisir de recevoir M. Jérôme Di Giovanni, directeur général de l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité de la santé et services sociaux. M. Di Giovanni, bonjour. Bonjour à vous. Ça va très bien, merci. Alors, avant de parler de cette stratégie, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de votre regroupement? Effectivement, Access existe depuis 1987. Ça a été créé par un ensemble de parents immigrants qui tentaient de comprendre comment le système de santé, la structure du système de santé fonctionnait. Et à travers les années, Access est devenu, en fin de compte, un regroupement. Et aujourd'hui, on a 135 organismes des communautés ethnoculturelles à travers le Québec qui sont membres d'Access, qui ont un ou des volets santé et services sociaux. Et c'est également un centre d'expertise conseil, c'est-à-dire qu'on développe de l'expertise en matière de santé, services sociaux et interculturels. Et on transfère cette expertise-là dans le réseau de la santé et des services sociaux à travers nos organisations membres et nos partenaires pour augmenter le niveau de littératie en santé, pour également s'assurer que la loi de la santé et des services sociaux soit appliquée en toute équité également aux communautés ethnoculturelles, c'est-à-dire aux Québécois et aux Québécoises qui sont issus de l'immigration. Quel rôle joue Access auprès de ses partenaires, que ce soit institutionnel ou communautaire, depuis le début de la pandémie? Mais on joue un rôle d'expertise conseil. On joue également un rôle de développer des outils, de développer de l'information exacte. Vous savez très bien qu'à travers Internet, il y a beaucoup de désinformation qui existe sur la pandémie, la COVID-19 et notamment la vaccination. Statistique Canada, il y a quelques semaines, a sorti un rapport sur la désinformation qui est extrêmement excessive et très énorme. Et donc, nous, ce qu'on incite le gouvernement, le ministère de la Santé et les DSP,
d'assurer que l'information soit exacte, soit rentre à travers les communautés ethnoculturelles, en utilisant le réseau des organisations des communautés culturelles pour assurer que l'information soit exacte, soit adaptée linguistiquement et culturellement. Et dans les faits, qu'on applique la loi au même titre qu'on l'applique aux Québécois et aux Québécoises de langue française ou de langue anglaise, que ce soit également appliqué aux communautés culturelles. Oui, vous avez parlé on développe des outils, on propose des stratégies, on propose des plans d'action. Vous avez parlé de désinformation, vous avez parlé au début qu'il y a plusieurs langues et dialectes. Comment Access assure une bonne transmission de ces informations-là aux différentes communautés culturelles? Est-ce qu'il y a, vous faites la traduction à d'autres langues ou plutôt des rencontres d'information? On fait la traduction, on développe des outils multilingues, ce qu'on appelle des outils multilingues. Je vais vous donner un exemple très concret. En décembre 2020, on a proposé au directeur de la santé publique, Horacio Arruda, un programme de promotion de la vaccination auprès des communautés culturelles en matière de COVID-19. On a proposé en 20 langues, c'est-à-dire qu'on voulait développer cette stratégie en 20 langues. C'est des langues qui sont aussi à partir de deux critères. Des communautés qui sont très loin de la société occidentale, donc des communautés dont les langues ne sont pas d'origine gréco-romaine, même si ils sont des petits nombres, et aussi des langues dont le portugais, l'italien, l'espagnol, et donc par rapport à ça. Deuxièmement, on voulait et on a proposé également que cette campagne-là touche les réseaux sociaux. On sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes issus des communautés culturelles qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, on voulait les utiliser comme diffuseurs d'informations auprès de leur famille immédiate et élargie auprès de leur communauté. On voulait également produire des articles dans les médias ethniques. On sait très bien que les personnes âgées lisent beaucoup les médias ethniques, les médias, dans leur langue d'origine. Et également, on voulait aussi organiser des ateliers de sensibilisation et d'information auprès des intervenants communautaires de nos organisations membres qui deviennent aussi des diffuseurs d'informations exactes. Donc, c'était la stratégie qu'on avait proposée à la Direction nationale de santé publique, au Dr Horacio Arruda. Il ne nous a jamais donné de réponse. C'est tombé lettre morte. Donc, nous, on est en train actuellement d'aller chercher de l'argent dans le privé pour lancer cette campagne. C'était une campagne qu'on voulait rouler pendant 6 mois. On s'est dit, décembre 2020, janvier 2021, on produit des outils et en février, on lance la campagne pendant 6 mois. Malheureusement, on est rendu au mois de mars et là, on est en collecte de fonds en recherche d'argent pour s'assurer que nous, on lance la campagne indépendamment, en fin de compte, du ministère de la Santé, de la Direction de santé publique. Donc, c'est ça qui est notre rôle, c'est ça qu'on fait. On a fait ça également lorsque la COVID a été annoncée comme étant une pandémie. On a produit des documents, des outils en plus de 30 langues qu'on a diffusés à travers le Québec. Lorsqu'il y a eu la vaccination influenza cet automne, 2020, on était chercher une enveloppe budgétaire du secteur privé, puis on a roulé pendant octobre et novembre une campagne de sensibilisation et d'information pour assurer que les communautés ethnoculturelles aient accès à l'information pour aller se faire vacciner au niveau de l'influenza. Puis à travers notre stratégie de communication, on a pu rejoindre 750 000 personnes. Donc, c'est ce qu'on développe comme outil et quelle est notre intervention terrain. Nous, notre objectif, c'est de ne pas remplacer le réseau, mais c'est d'assurer que le réseau offre les services tel que c'est stipulé dans la loi de la santé et des services sociaux aux Québécois et aux Québécoises issus de l'immigration. Même titre qu'ils le font pour les Québécois et les Québécoises de langue française et de langue anglaise. En fait, le non-suivi de la part des autorités, c'est inquiétant, surtout que les médias, ils ont parlé récemment que le gouvernement québécois a de la difficulté à joindre les allophones dans le cadre de la campagne de vaccination. Oui, effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Puis, si vous regardez la quantité d'informations qui est diffusée en anglais, en français dans les radios et les télévisions, c'est phénoménal. Donc, si la Direction de la santé publique considère qu'il est important d'informer les Québécois et les Québécoises de langue française et de langue anglaise de façon
phénoménal. Je sais pas, si on comptabilise le nombre de messages qui est diffusé, alors pourquoi pas appliquer la même logique aux Québécois issus de l'immigration? Est-ce que c'est parce qu'on est des citoyens de deuxième catégorie? Est-ce qu'on est parce que c'est pas important qu'on soit vacciné? C'est vraiment hallucinant de comprendre cette logique-là de non-réponse. Et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? C'est nos organisations qui travaillent 7 jours semaine pour informer les gens, sans ressources, avec très peu de ressources, et les directions nationales et les directions de santé publique régionale sont laissées à elles-mêmes. La direction de Montréal est laissée à elle-même, qui travaille avec des organisations terrain. Si on regarde dans l'Estrie, nos organisations ont conseillé à la direction régionale de santé publique de l'Estrie d'aller s'informer auprès d'Access. Dans l'Outaouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la capitale nationale, qu'est-ce qu'on fait? En fait, les directions régionales sont laissées à elles-mêmes. Et nous, notre stratégie, c'était de dire, ayons une vision québécoise, provinciale, nationale, indépendamment du qualificatif que vous voulez mettre, pour qu'on puisse aller supporter les directions régionales et supporter nos organisations membres qui sont sur le terrain. Le 25 février dernier, vous avez organisé un forum sur la COVID-19. Quel était le contexte et les objectifs de ce forum? Mais face à cette non-réponse, puis je vous rappelle que nous, on a alerté la ministre de la Santé de l'époque, Danielle Mécan, le 27 janvier 2020. On lui avait envoyé un courriel disant « Madame la ministre, on prend conscience qu'il y a une pandémie COVID-19. On voudrait s'asseoir avec vous pour développer une stratégie de communication en 4 volets. Bon, les médias sociaux, les médias ethniques, supporter les directions régionales de santé publique. On a soumis un plan le 23 mars détaillé, puis on n'a pas eu de réponse. Au mois de mai, on a soumis au directeur national de santé publique un questionnement disant qu'est-ce que vous faites lorsqu'il va y avoir la vaccination au niveau des communautés culturelles, qu'est-ce que vous faites l'automne lorsque la COVID-19 va rencontrer l'influenza. Puis on a eu comme réponse, mais on s'occupe des communautés culturelles. Si vous avez des idées, envoyez-nous. Pour le mois de décembre, comme j'ai mentionné 2020, on a soumis un plan de promotion de vaccination. Face à cette non-réponse-là, on a décidé de regrouper le conseil d'administration d'Access, a décidé de regrouper des influenceurs. On avait là des anciens ministres de la Santé, des chercheurs, on avait des organisations membres, on avait des médecins, pour poser la question, comment faire pour faire bouger l'administratif, la fonction publique, pour s'assurer que les communautés culturelles aient accès à la bonne information et qu'on augmente le niveau de littératie en santé au niveau de la vaccination et de la santé publique. Donc, c'était l'objectif, c'est de réunir ces gens-là, d'aller chercher leurs idées, de faire vraiment un brassage d'idées, et de là, on va être supporté par une firme de communication pour faire bouger la santé publique, pour faire bouger le ministre, pour qu'on fait compte qu'on puisse avoir cet accès à l'information-là au même titre que tout le monde au Québec. Donc, c'est ça l'objectif, parce que tout seul, on était devant un mur. Donc, on s'est dit, réunissons Puis, il y avait 3 anciens ministres de la Santé qui ont confirmé que c'était important qu'on soit informé adéquatement. Il y avait des chercheurs, comme je mentionnais, il y avait des universitaires. Il y avait aussi la direction régionale de santé publique. Donc, on va lancer le rapport bientôt qui va être déposé au conseil d'administration à fin mars. Comparé à d'autres pandémies qu'on a vécues dans le passé, pensez-vous qu'il y a un risque d'avoir des ratés encore cette fois? Effectivement, il va y avoir des ratés. Et nous, c'était de dire il faut absolument qu'on ait cette vision-là pour tout le monde, à la fois pour terminer cette pandémie et préparer la prochaine, parce qu'on voit d'autres pandémies. Et si on recule dans le temps, avec H1N1, on a vécu le même problème. Avec H1N1, il y avait très peu de choses qui étaient faites au niveau des communautés culturelles. Puis quand nos organisations membres ont rencontré les directions régionales, c'était la même chose. On ne sait pas quoi faire au niveau des communautés culturelles. Et nous, on était chercher encore une fois de plus, l'argent dans le privé. On a produit un dépliant. Il y a eu plus de 10 000 points de chute à travers le Québec avec des outils de multilingues qu'on a produits où les gens étaient super contents. Et là, on n'a pas appris, c'est-à-dire la Direction nationale de santé publique n'a pas appris. Et je vous rappelle qu'il y a un article dans la loi de la santé du service social, il y a un article qui stipule qu'il faut que les institutions de santé communiquent dans la langue des communautés culturelles
culturelle, de l'information, tant au niveau de la santé publique, au niveau de la structure et des services. Et ça, c'est pas fait. Ce n'est pas respecté. Et nous, notre grande crainte, c'est qu'au niveau de la vaccination, bien qu'il y a des ratés, je vous rappelle que lorsqu'il n'y a pas d'information, les gens vont aller s'informer sur le web. Sur le web, il y a beaucoup de désinformation. Nous, on a des familles élargies aux États-Unis et ailleurs. Aux États-Unis, on comprend très bien qu'il y a tout un mouvement anti-vaccination qui existe également au Québec et au Canada. Et ce mouvement d'anti-vaccination est extrêmement influent et très important, qui risque d'influencer la décision des communautés culturelles au Québec. Et la Statistique Canada, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, a sorti un rapport il y a quelques semaines qui alertait tout le monde qu'il y avait beaucoup de désinformation qui existait dans la société canadienne au niveau de la vaccination et la COVID-19. Jérôme De Giovanni, directeur général d'Access, merci et au plaisir. Merci beaucoup, au plaisir, bonne chance. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, la pandémie a mis en lumière les inégalités sociales. Les personnes vivant en situation de pauvreté se retrouvent encore plus isolées et vulnérables. Différents paliers du gouvernement ont opté des stratégies pour lutter contre la pauvreté. Pour en parler, je reçois Virginie Larivière, porte-parole et responsable de l'organisation politique chez Collectif pour un Québec sans pauvreté. Madame Larivière, bonjour. Bonjour. Peut-être premièrement, comment se définit le seuil de la pauvreté au Québec et quels sont les indicateurs? Oui, en fait, c'est difficile de parler de pauvreté. On a du mal à saisir exactement ce que c'est. Ça recoupe toutes sortes de réalités. Mais au Canada, en fait, là, depuis 2 ans, le Canada a adopté un indicateur pour parler de sortie de pauvreté. Et cet indicateur-là, c'est la MPC, qu'on appelle la mesure du panier de consommation. Donc, c'est un indicateur qui parle d'un panier de biens et services qui nous dit en fait qu'on a besoin de l'ensemble de ce qu'il y a dans ce panier de biens et services-là pour couvrir nos besoins de base. Alors, les besoins de base, c'est vraiment la base. Là, on parle du logement, de la nourriture, des vêtements, de pouvoir se déplacer aussi, que ce soit en transport en commun ou d'avoir une voiture, d'être capable de se déplacer et d'être capable d'accéder à des télécommunications, quelques loisirs, d'être capable de parer aux imprévus, remplacer un meuble qui est brisé, par exemple. Oui. Alors, le Canada a adopté ce seuil-là pour parler de sortie de pauvreté. Mais au Collectif pour un Québec sans pauvreté, nous, on pense que la couverture des besoins de base, c'est pas exactement une sortie de pauvreté. Hein. La couverture des besoins de base, c'est vraiment le minimum que tout le monde devrait être en mesure d'avoir pour ne pas compromettre sa santé, sa dignité, son espérance de vie. Alors, c'est des nuances importantes à apporter entre la couverture des besoins de base et cette idée-là qu'on peut sortir de la pauvreté. Nous, on pense que ça prend davantage encore que la couverture des besoins de base. Mais sachez que pour une personne qui habite seule à Montréal, la mesure du panier de consommation, elle est à 20 800 $. Alors, c'est pas forcément lié uniquement à l'argent, la pauvreté. Non, bien sûr que non. Hein. Il y a toutes sortes d'éléments qui sont difficiles à prendre en compte dans un indicateur. Quand on parle de pauvreté, la pauvreté, c'est toujours un problème de manque de revenus. On manque de revenus pour couvrir nos besoins de base, pour acheter de la nourriture en quantité et en qualité suffisante. On a du mal à payer notre loyer, nos factures d'électricité, de téléphone et tout ça. Mais évidemment, il y a des éléments qui font partie de la richesse d'une vie. La santé, par exemple, c'est inestimable. Hein, ça n'a pas de prix, la santé. Et les réseaux aussi, avoir de bons liens avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues,
Ça aussi, c'est inestimable, mais c'est difficile de quantifier ça, évidemment, dans un indicateur qui nous parle de pauvreté, parce que quand on parle de pauvreté, on revient toujours au problème, en fait, du manque de revenus. Mais il faut évidemment savoir qu'il y a toutes sortes de nuances à apporter à ça et que, bien sûr, quelqu'un qui a un bon réseau social s'en tire probablement mieux que quelqu'un qui n'a pas de bon réseau social. Si on parle de deux personnes qui vivent dans la pauvreté, qui ont des manques de revenus, ben, probablement que la personne qui a un bon réseau social va probablement mieux s'en tirer. Mais c'est difficile de quantifier ces éléments-là. Tout à fait. La classe politique parle souvent de la lutte à la pauvreté. Comment trouvez-vous les stratégies de différents paliers de gouvernement pour la lutte à la pauvreté? Oui. Malheureusement, on est obligé d'être un peu critique de ce que le gouvernement du Québec, en tout cas, fait en matière de lutte contre la pauvreté. Là, avec la pandémie, ça fait 1 an là, qu'on est en pandémie. Le gouvernement du Québec n'a absolument rien fait là, en matière de soutien du revenu des personnes les plus pauvres au Québec. On peut penser aux personnes assistées sociales, mais on peut aussi penser à toutes les personnes qui sont en situation de pauvreté, qui reçoivent, par exemple, du crédit d'impôt pour solidarité normalement. Nous, au collectif, on avait proposé, là, dès le mois de mars dernier, là, dès les tout débuts de la pandémie, on avait proposé au gouvernement du Québec d'offrir un petit coup de main financier aux personnes les plus mal prises, en passant par le crédit d'impôt pour solidarité, puisque c'est un mécanisme fiscal qui existe déjà. Et malheureusement, le gouvernement du Québec a fait la sourde oreille sur ces demandes-là depuis 1 an. Alors, on est un peu dubitatif de l'action du gouvernement du Québec sur la lutte contre la pauvreté. On a vu le gouvernement fédéral déployer toutes sortes de filets sociaux de soutien du revenu pour aider les travailleurs qui avaient perdu leur emploi dans la foulée de la pandémie. Mais ça crée comme ça crée 2 catégories en fait de personnes où on se dit les travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, donc à cause d'un imprévu. Eux, ils ont le droit d'avoir un meilleur soutien économique. Par ailleurs, des personnes qui se trouvent déjà en situation de pauvreté, eux, on ne va pas les aider, alors que la situation est dramatique là, pour les personnes en situation de pauvreté à l'aide sociale. Hein. Les coûts de l'épicerie ont explosé. Il y a des dépenses nouvelles à faire aussi, les masques, les solutions hydroalcooliques pour se laver les mains et passer à travers tout le stress de la pandémie aussi. Alors, on comprend mal pourquoi le gouvernement du Québec n'a pas mieux soutenu ces personnes-là. Pensez-vous que la réduction de la pauvreté passe par l'amélioration des revenus? Ah oui, absolument. Absolument. Comme je le disais tantôt, la question de la pauvreté, c'est toujours une question de manque de revenus. Et on peut déployer toutes sortes de mesures pour apaiser, soulager des situations dramatiques de pauvreté. Quand on met de l'avant, par exemple, tout le réseau des banques alimentaires du Québec qui vient littéralement sauver le quotidien des personnes en situation de pauvreté qui n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Alors, les banques alimentaires ne règle pas le problème de la pauvreté. C'est pas, ça vient soulager une situation, ça vient apaiser des situations dramatiques, mais malheureusement, ça règle pas la question en amont. Ça règle pas du tout la question de la pauvreté. On règle pas en soutenant, en apaisant les situations de pauvreté. On ne vient pas régler le problème lui-même de la pauvreté. Le problème de la pauvreté, c'est un manque de revenus. Alors, évidemment, au collectif, on pense qu'il faut augmenter les prestations d'aide sociale parce que les prestations d'aide sociale sont beaucoup trop basses. Une personne qui est à l'aide sociale et qu'on dit sans contrainte à l'emploi, elle a une prestation de 708 $ par mois. C'est largement insuffisant pour arriver à boucler la boucle. Et il faut aussi augmenter le salaire minimum là, de façon à ce qu'une personne qui travaille au moins à temps plein toute l'année puisse sortir de la pauvreté pour vrai. Parce qu'actuellement, une personne qui travaille à temps plein toute l'année au salaire minimum, elle parvient tout juste à couvrir ses besoins de base. Là. Elle dépasse tout juste le seuil de la MPC dont je parlais tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé des banques alimentaires. Honnêtement, j'aimerais ça faire le point là-dessus. Pourquoi il n'y a pas une stratégie associée à l'aide alimentaire qui vise, mettons, l'autonomie des personnes vulnérables pour les sortir de la pauvreté?
J'aimerais pouvoir vous répondre, mais je ne sais pas. En fait, nous, notre travail, c'est de faire de la pression sur le gouvernement du Québec pour que, justement, les personnes puissent sortir de la pauvreté, mais le gouvernement n'a en tête et n'a en bouche que l'incitation au travail. Donc, veut mettre de l'avant des mécanismes qui visent à forcer un peu les gens à retourner sur le marché du travail. Mais on a vu avec la pandémie que le marché du travail peut être complètement mis sur pause et que c'est pas exactement comme uniquement sur le marché du travail qu'on peut penser à sortir de la pauvreté. Puis on a vu dès le départ, quand la pandémie est arrivée, avant que la PCU, la prestation d'urgence canadienne, se mette en place, on a vu la demande dans les banques alimentaires exploser. L'insécurité alimentaire a littéralement explosé au Québec, alors que la situation était déjà dramatique. Oui. Ça fait des années que le réseau des banques alimentaires du Québec le dit dans des rapports annuels. La demande ne fait qu'augmenter. Le réseau peine à répondre à la demande. Et il faut plus de ressources. Et il faut aussi, par ailleurs, régler le problème en amont, la question des revenus. Alors, j'aurais du mal à vous répondre, en fait. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement du Québec s'entête à ne voir la lutte contre la pauvreté que par la lorgnette du marché du travail. Il y a autre chose aussi. Et voilà, on trouve que la vision du gouvernement du Québec est un peu limitée. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le collectif a produit des outils de sensibilisation sur la pauvreté et les inégalités au féminin. Comment les inégalités économiques et sociales affectent plus les femmes? Les inégalités socio-économiques et la pauvreté en général affectent davantage les femmes parce que il y a des c'est un peu inscrit dans le système en fait. On a tendance à valoriser par exemple le travail qu'on va dire mettons d'effort. On va valoriser l'effort physique en fait dans notre société, ce qui fait que par exemple des emplois qui nécessitent très peu d'éducation par exemple. Si on regarde par exemple entre un homme et une femme qui a peu de scolarité, un secondaire 5 ou moins, les hommes vont davantage mieux s'en tirer parce qu'ils ils ont la possibilité d'aller travailler sur les chantiers de construction, ce qui se trouve être des emplois relativement bien payants, qui nécessitent peu de diplômes, alors que pour les femmes, les femmes se retrouvent davantage dans des emplois précaires. On va aussi avoir tendance comme société à sous-valoriser puis sous-payer donc le travail des femmes qu'on va juger comme moins forçant ou moins exigeant que par exemple tout ce qui concerne les efforts physiques. On peut penser aux enseignantes, aux techniciennes en garderie, on peut penser aussi aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmières qui sont dans une très grande majorité des femmes. Et puis on l'a vu avec la pandémie à quel point c'est des emplois qui sont sous-estimés et sous-payés. Puis on s'est rendu compte avec la pandémie que c'était des emplois très très importants et très difficiles et très exigeants et que peut-être qu'il fallait réviser à la hausse leur salaire. Alors ça c'est déjà une partie de la réponse. Oui. Après, quand un couple décide d'avoir des enfants, souvent, toute la question de la conciliation famille-travail, de la distribution, du partage des tâches non rémunérées, tout qui concerne le soin des enfants, les tâches domestiques, ça va souvent retomber sur les épaules de la mère. Et puis quand la mère prend un congé de maternité puis a du mal à se replacer sur le marché du travail par la suite, ça peut laisser des traces à long terme, au bout de la course, quand on arrive à la retraite. On voit il y a une grande différence entre les revenus des hommes et des femmes de 65 ans et plus, et tout ça s'explique par un parcours de vie qui a été jalonné d'obstacles et de préjugés défavorables à l'endroit du travail des femmes et tout ça. Donc c'est vraiment systémique, c'est structurel comme problème. Structurel, exactement. Virginie Larivière, porte-parole et responsable de l'organisation politique chez Collectif pour un Québec sans pauvreté. Merci, au plaisir. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, on célèbre cette journée dans un contexte de pandémie qui a mis en évidence l'importance d'agir contre la violence et les inégalités. Pour en parler, je reçois Jeannette Leblanc, adjointe à la direction au Centre des femmes solidaires et engagées. Madame Leblanc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Oui, ça va, merci. Peut-être avant de parler de la Journée des droits des femmes, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de votre centre?
Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à l'émission. Le Centre des femmes a été créé en 1978 par et avec des femmes immigrantes italiennes qui se cherchaient un espace d'échange et d'action sur leur réalité en tant que femmes immigrantes. Et là, en 2014, on a changé le nom pour le Centre des femmes solidaires et engagées par souci d'inclusion de toutes les femmes au centre. Donc, notre mission et nos objectifs sont de briser l'isolement des femmes et d'améliorer leurs conditions de vie par le biais de 4 volets. Donc, les services individuels, les activités éducatives et d'éducation populaire, les actions collectives et la vie associative et démocratique. On est situé dans le quartier Ahuntsic, sur la promenade Fleury, et on est un organisme communautaire autonome et féministe et un milieu de vie, d'éducation et d'action et un lieu d'appartenance. Et je veux juste réitérer, on est ouvert à toutes les femmes. D'accord. Le thème de la journée des femmes de cette année est « Écoutons les femmes ». Quel message les femmes veulent envoyer selon vous? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est très important qu'on se rappelle de l'historique de la Journée internationale des droits des femmes. C'est pas une deuxième fête des mères. C'est une journée qui trouve ses racines dans des luttes anticapitalistes, socialistes et féministes. Et je dis ceci parce que ces luttes sont toujours d'actualité, comme on l'a constaté dans le cadre de la pandémie. Dans le cadre de la pandémie, toute la population a vécu les impacts de la crise mondiale d'une façon et d'une autre. Cependant, c'est les femmes qui ont le plus écopé, surtout les femmes que la société racise, les femmes en situation de handicap, les femmes en situation de pauvreté, les femmes noires, les femmes aînées, etc., etc. Et je peux donner quelques exemples. Quand on parle de la perte d'emploi liée à la pandémie, les secteurs qui ont été les plus touchés, c'est les secteurs des services d'hébergement, de restauration, la culture, commerce de gros et de détail. Et les femmes sont surreprésentées dans ces secteurs-là. C'était surtout des postes précaires, des postes à temps partiel, des postes à salaire plus élevé, des postes non syndiqués. Donc, c'est ces secteurs-là qui ont été le plus touchés. Aussi, quand on regarde les services et les emplois de première ligne, on voit qu'il y a le réseau de la santé, le réseau des services sociaux, l'enseignement, le milieu communautaire. Encore une fois, ce sont des emplois qui sont majoritairement occupés par les femmes. Et plusieurs de ces emplois, il y a des conditions de travail qui étaient quand même assez précaires. Des salaires peu élevés, peu d'équipements de protection individuelle pendant la pandémie, beaucoup d'heures supplémentaires, peu de congés de maladie. Et un exemple, dans le Grand Montréal, 80 à 90% des préposés aux bénéficiaires dans les foyers de soins sont des femmes sont occupées par des femmes que la société racise, soit des femmes afrodescendantes ou d'Afrique du Nord ou maghrébines. Oui. Si on regarde du côté des problématiques sociales, on sait que la pandémie a exacerbé les problématiques sociales. Nous, au centre, comme dans d'autres organismes communautaires, on a vu une augmentation de problématiques, soit la charge mentale, l'isolement, la violence conjugale, les violences entre partenaires intimes, la détresse psychologique. La violence entre partenaires intimes et les violences conjugales ont augmenté beaucoup. Ça, on en parle depuis le début de la pandémie. Les violences sont plus sévères, plus chroniques. Depuis le début du mois de février, il y a eu 5 féminicides post-séparation ou d'un conjoint violent ayant des antécédents judiciaires. Donc, on voit que la société échoue vraiment à protéger les femmes, particulièrement dans le temps d'une crise mondiale où elles ont été les premières à vivre ces impacts. Oui. Et juste pour conclure, du côté du gouvernement provincial, ils ont proposé un plan de relance économique au Québec, mais qui focus beaucoup sur les emplois majoritairement occupés par les hommes. Le gouvernement veut injecter des milliards de dollars dans des projets d'infrastructure, de construction et de transport, mais c'est qui occupe ces emplois-là? Ce sont les hommes. Nous, ce qu'on réplique, on veut, en plus d'écouter ce que les femmes ont vécu pendant la pandémie, on revendique une relance féministe ayant les femmes au cœur des décisions.
Juste par exemple, on voudrait vraiment que le gouvernement investisse dans les milieux de soins, d'éducation et communautaire. On voudrait une hausse immédiatement du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Oui. On voudrait aussi nationaliser l'Internet à haute vitesse et l'offrir partout au Québec et à coût accessible pour toutes et toutes. Ça, on revendique beaucoup de choses depuis longtemps, mais là, la pandémie a vraiment mis en lumière tout ce qui se passait dans la société. Donc voilà. En fait, vous avez parlé de l'accent sur plusieurs enjeux, mais surtout, je m'arrête à la violence conjugale. Quelle est la marge de manœuvre d'un centre des femmes comme le vôtre dans la protection des femmes, sachant l'insuffisance des ressources et des logements sociaux pour des femmes victimes de la violence conjugale? Oui, ça aussi, c'est une bonne question. Nous, notre centre, comme d'autres organismes communautaires, on fait beaucoup avec très peu de ressources. Nous, on est une petite équipe de 5 travailleuses. On vit avec un sous-financement chronique, comme tous les autres organismes communautaires autonomes. On doit être très créatif dans l'offre de services et d'activités de groupe. On est toujours à l'écoute des femmes. On les accompagne dans leur démarche. On a un milieu de vie où est-ce qu'elles peuvent s'épanouir sans jugement, sans pression. On travaille avec beaucoup de partenaires du quartier Annecy, mais aussi les quartiers avoisinants pour sensibiliser tout le monde aux violences faites aux femmes, aux violences conjugales, aux violences en partenaire intime. Mais le gros de notre travail, en plus des services individuels, ce sont les actions collectives. On revendique depuis des décennies pour la justice sociale, pour l'élimination des violences faites aux femmes, pour le rehaussement du financement des organismes communautaires autonomes. On veut un changement social. Oui. Donc, notre marge de manœuvre, c'est ça. Finalement, quelle question voulez-vous, quel message avez-vous à cette occasion de Journée internationale des droits des femmes, comme un organisme communautaire? Je réitère le thème de la journée, c'est vraiment d'écouter les femmes. On a vécu beaucoup pendant la pandémie. C'est vraiment le temps qu'on les mette au cœur des décisions politiques. C'est le temps qu'on les écoute. On a les solutions. On les revendique depuis très longtemps. Donc, j'espère que le gouvernement va nous écouter puis mettre en place des actions pour le futur. Est-ce que le Premier ministre s'est adressé récemment aux hommes d'aller se soigner, les hommes qui souffrent de problèmes de peut-être gestion de colère, mais est-ce qu'il y a aussi, vous avez parlé de la ressource financière, est-ce qu'il s'agit uniquement des ressources financières ou bien d'autres aspects qui sont très importants pour plus de protection envers les femmes? Ressources financières, probablement, ressources financières, c'est très important. On sait que les maisons d'hébergement, ils n'ont pas toutes reçu l'argent venant du gouvernement fédéral pendant la pandémie. Faudrait augmenter aussi les ressources pour répondre aux besoins des femmes. Pas juste ressources financières, mais le nombre de ressources. Oui. Puis je pense que les organismes qui travaillent auprès des hommes devraient prendre plus la parole. Je pense que c'est le temps que les hommes se responsabilisent pour leurs actions et leurs comportements violents. On doit faire quelque chose dans la société. Le changement social est très important. Oui. C'est sûr qu'il faut en parler, mais on doit avoir des actions. Là, c'est le temps des actions. Exact. Jeannette Leblanc, adjointe à la direction au Centre des femmes solidaires et engagées. Merci, au plaisir. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Merci à mon cher René-Di à la régie. Merci à Houda à la recherche. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.